est 19h. Yarana, merci d'être sur la première. Voici les titres de ce journal. Au lendemain du drame, l'émotion est encore vive au collège Henri Hiro. Des élèves, des enseignants et des parents sont toujours très marqués par cet événement inédit en Polynésie. Un acte de violence de plus qui, cette fois, est allé beaucoup trop loin. Dans ce journal aussi, une agression qui aurait pu mal tourner dans la zone de Punar'u. Un cycliste a été violemment frappé par un conducteur de 2 roues. Aujourd'hui, dans un état de stress post-traumatique, les anxiolytiques l'aident à aller mieux. C'est un concept qui devrait augmenter les chances de guérison. Un mammobus sillonne les villes de Tahiti pour embarquer celles qui hésitent encore à se faire dépister du cancer du sein. Cette maladie qui est la cause de décès de 45 femmes chaque année. Mais dépistée assez tôt, il est possible d'en guérir, nous dira le docteur Nassim Bencheida. Il est notre invité ce soir. Les lycéens du Diadème ont surpassé toutes leurs appréhensions pour séduire les potentiels recruteurs. 10 minutes pour décrocher un stage de 3 semaines dans une entreprise. Le concept est attractif, il s'agit d'un stage dating. Et enfin, nous allons nous replonger dans le Tahiti d'antan. Une jeune troupe de comédiens et de chanteurs a rendu un vibrant hommage aux pratiques des années 60. Opération réussie pour ce projet baptisé To'uvai Apira, né il y a 2 ans. Ce n'est pas le premier acte de violence au collège Henri Hiro, mais l'agression au couteau d'hier après-midi a traumatisé élèves, enseignants et parents d'élèves. À l'image de cette collégienne scolarisée en classe de 6e qui aurait assisté à la scène selon un témoignage recueilli sur place. La victime, elle, va mieux. Reste à savoir quelles décisions vont être prises pour assurer la sécurité des collégiens. Natacha Silagi, Jérôme Lee. Les gendarmes font leur ronde dans un collège sous le choc. Hier en plein jour, un élève de 13 ans a reçu un coup de couteau dans le dos. Une agression inédite. Beaucoup d'élèves ont assisté au drame. Il y avait aussi une 6e, mais là, elle est vraiment traumatisée. Parce qu'elle a vu ce qui s'est passé. Ça vous fait peur qu'on puisse arriver avec un couteau Oui, pas derrière. Ça fait peur, là. Non, on ne veut pas mourir jeune. Les parents qui déposaient leurs enfants ce matin n'avaient que l'agression en tête. Inquiets ou en confiance. Je m'inquiète un peu pour mes enfants. Mais sinon, j'ai confiance aux surveillants, j'ai confiance au personnel qui travaille au collège. J'ai confiance en eux. J'ai un peu peur à cause de tous les jeunes qui sont là aujourd'hui. Mais je ne sais pas ce qui se passe. J'ai un moto qui vient à l'école là, mais ce qui s'est passé, on ne peut pas admettre ça. Hein? On ne peut pas. Parce que tu as vu, l'école, elle est sécurisée, mais pourquoi ça s'est passé dans l'école, hein, dans l'établissement hein? Les enseignants, eux aussi, sont choqués, surtout ceux qui ont été témoins de la scène. Une enseignante a même été interpellée par l'agresseur. Les surveillants, eux, accusent le coup. Je ne sais pas du tout si ça va s'empirer, mais bon, on fait avec, on fait notre travail. Et de toute façon, il y a beaucoup de parents qui sont passés ce matin aussi nous voir. S'il fallait qu'ils gardent leurs enfants, si ils pouvaient compter sur nous. Les policiers, de leur côté, parlent d'une jeunesse qui a perdu ses repères. Aujourd'hui, la réaction des jeunes, ça a changé. Hein. La mentalité des jeunes, ça a changé. Peut-être l'éducation, je ne sais pas. Les jours de la jeune victime ne sont plus en danger. L'agresseur a dû être hospitalisé en pleine garde à vue. Et toute la population du collège va devoir se remettre de ses traumatismes. Rappelons qu'une cellule médico-psychologique a été mise en place au sein de l'établissement afin d'apporter un soutien aux élèves et au personnel éducatif. La ministre de l'Éducation apportera quelques réponses à cet acte de violence. Christelle Luartel sera l'invitée café de la matinale radio demain. Et lui a été violemment roué de coups pour avoir fait une remarque à un conducteur de 2 roues. Lui, c'est Jean-Marc Mansang, 55 ans. Il se rendait à son travail quand il a été passé à tabac. Il s'en sort avec 7 jours d'interruption temporaire de travail. Une agression de plus dans la zone industrielle de Punar'u, mais elle serait beaucoup moins nombreuse selon la police municipale. Les détails avec Nicolas Suire et Marcel Bonneau. Un agresseur fou furieux qui s'en prend à un cycliste de 55 ans qui a eu le malheur de faire une réflexion. J'ai dit, il faut pas passer
un scooter sur un passage piéton, c'est un passage piéton. Et le gars n'est pas content, quoi. Ouais, il était venu, m'en fou. Alors après, il me voit en train de tenir mon vélo, il vient, il pousse mon vélo il tombe. Du coup, après, il commence à me secouer, quoi. Et moi, je dis, si c'est ça, je vais aller casser ton scooter aussi. Donc, je fais le tour, je pousse son scooter. Mais là, il s'est énervé encore plus. Du coup, là, il m'a frappé. J'étais à terre, il m'a tapé, il m'a fait... Et ça a carrément cassé le casque, quoi. Carrément cassé le casque. Frappé au sol jusqu'à l'intervention de plusieurs passants. Résultat, des plaies et des contusions à la tête et au thorax et une interruption temporaire de travail de 7 jours. Dommage qu'il n'y ait pas eu de caméra de surveillance de la police à proximité. Cela aurait permis de mettre la main sur son agresseur, car la police possède 34 caméras disposées le long des axes routiers. Elles montrent régulièrement leur efficacité. Elles avaient permis notamment de retrouver le braqueur de la station mobile il y a quelques années. Les collègues gendarmes font plus à solutionner des affaires qu'ils ont en cours. Voilà. Avant, c'était 10% en gros. Maintenant, on arrive à faire 20 à 25%, 30%. D'après la police municipale, les chiffres des atteintes aux personnes est en diminution à Punaouia. Je dirais par contre qu'on a l'impression qu'il y en a plus parce que justement, c'est beaucoup plus facilement médiatisé, grâce aux réseaux sociaux notamment. Et puis voilà, ça passe beaucoup plus souvent dans les médias. Donc on a l'impression qu'il y en a plus, mais il n'y en a pas forcément plus. 2021 par exemple, on était à plus de 300 faits, alors que cette année, on est toujours dans les 200. Voilà, on est loin d'atteindre les 300. Jean-Luc, qui travaille à la brasserie de Tahiti, n'a pas accès aux enregistrements des caméras de surveillance de sa société, alors que l'agression s'est déroulée juste devant. Il souhaite que les enquêteurs les réquisitionnent pour peut-être avoir la plaque d'immatriculation complète de son agresseur ou son visage. En attendant, il doit prendre des anxiolytiques pour dormir. Il faut décoloniser les mémoires. Dixit Hinamwe Urakros, membre de la délégation du Tavini Huir Atira, qui s'est exprimé à l'ONU devant la 4e commission chargée des questions de décolonisation, a décolonisé les mémoires pour comprendre l'histoire et le combat mené par le parti depuis toutes ces années. Selon Oscar Temaru aussi, l'État n'acceptera jamais de recevoir la mission onusienne en Polynésie, car cela l'obligera à s'asseoir à la table des négociations. Pour le parti bleu et blanc, néanmoins, la mission à l'ONU a été accomplie et le soutien des Nations Unies reste primordial. Oscar Temaru l'a dit à Gilles Taoutou et Marcel Bonneau. Je me suis rendu compte de ça très rapidement, que tout seul contre cette superpuissance, nous avons absolument besoin du soutien de la communauté internationale. Ça n'a pas été facile. Il a fallu tenir jusqu'en 2013. Notre pays a été réinscrit. Et aujourd'hui, nous avons le soutien de tous les pays membres des Nations Unies. Ces puissances, justement, qui ont écrit, qui ont pensé cette charte des Nations Unies, cette résolution qui a été mise en place. Et la France en fait partie. Je crois que c'est trop dangereux pour la France, c'est trop risqué pour la France. Si la France accepte que cette visite d'une mission vienne chez nous, ça veut dire que la France également à l'ONU devra être présente quand il y aura une prochaine réunion de la 4e commission. Le Tavini qui précise également que si la France est toujours absente des débats, son représentant aurait tout de même échangé avec les 3 députés polynésiens. C'est une première. L'un d'eux, justement, a interpellé la première ministre sur la mobilité des fonctionnaires polynésiens à l'Assemblée nationale. Steve Chayou demande plus de clarté sur les prises de décision concernant les affectations des fonctionnaires au Fénois. On écoute un extrait. Nos syndicats et nous-mêmes nous étonnons des récentes évolutions qui tendent à réduire la transparence des décisions prises au sein des commissions chargées de l'affectation des fonctionnaires, soi-disant pour absence de postes alors que nous voyons sur place des postes vacants et des besoins criants. Ici, ce que nous exprimions dans notre lettre de juillet dernier à l'intention du ministère de l'Éducation nationale d'instaurer un cadre législatif construit en concertation avec l'ensemble des territoires concernés. Madame la Première ministre, votre gouvernement est-il disposé à prendre des mesures afin d'harmoniser les conditions d'appréciation du CIMM et à renforcer la place du CIMM dans les critères d'affectation? Maruru, Tierhoyarhei.
L'Assemblée nationale qui se réunit cette semaine pour examiner le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027. Sur ce sujet, Marine Le Pen a dénoncé lors d'une conférence de presse le manque de vision du gouvernement Macron pour l'outre-mer, estimant que les réponses aux problèmes des territoires ultramarins ne pouvaient pas être que budgétaires. On parle santé à présent. 132, c'est le nombre de nouvelles victimes du cancer du sein tous les ans. Un chiffre qui devrait interpeller et pourtant chaque année, la campagne d'Octobre Rose démontre combien les femmes sont toujours aussi réticentes à l'idée de se faire dépister. Alors pour changer les comportements, l'Institut du cancer de Polynésie lance un nouveau concept, un mammobus pour aller chercher ces femmes au plus près de leurs habitations. À Mélodie Ouhila Mouafa et Patita Savia. Faut aller à Octobre ce matin, je te laisse entrer. Ok. C'est le grand jour pour Aurélia. À 61 ans, elle va faire sa première mammographie à l'hôpital de Taone dans ce minibus affrété spécialement pour l'occasion. Premier dépistage du cancer du sein pour mamie. Alors oui, il y a quand même un peu d'appréhension. Surtout les mamans, les jeudis autochtones de notre Fénois, on est prude. Arrivé à un certain âge, on ne veut pas se montrer, on a honte de montrer notre corps. Moi, j'appelle les mamans, il ne faut pas avoir honte. C'est une bonne chose. Arrivé à l'hôpital, quelques minutes d'entretien avec la radiologue avant de passer au vif du sujet. Ça va? Ça commence à serrer, ça tire un peu, ça va? Oui, c'est bon là. Super. Tu lèves bien ton menton, t'appuies bien, tu bouges pas du tout. Et voilà Aurélia, c'est bon pour nous, c'est fini. Ça fait pas mal, ça fait pas honte. Je ne vois pas pourquoi on devrait avoir honte pour mieux être dans sa peau, être prévenu d'avance. J'invite les mamans à venir. Aurélia est accompagnée de 7 autres mamies de la commune d'Aroué, un dépistage en groupe organisé par l'Institut du cancer dans le cadre du projet Taurona-Tour. L'idée est d'aller au plus près de ces femmes et de les amener au centre de radiologie entre copines, histoire de chasser l'angoisse. 41% des femmes aujourd'hui font leur dépistage. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour qu'effectivement ce dépistage soit efficace. Il faudrait qu'on arrive à 70%. C'est pour ça qu'on cherche des moyens un petit peu innovants et surtout qu'on essaie de combattre les freins, l'anxiété, les problèmes de locomotion et puis toujours un petit peu cette idée de « ça ne m'arrive pas à moi ». Aroué fait partie des quelques communes choisies pour lancer le projet. Si les résultats sont concluants, le Taurona Tour pourra s'étendre sur tout le territoire. Et on en parle plus longuement avec notre invité, le docteur Bencheida Yorana. Yolana, bonjour. Merci d'être sur la première ce soir. Alors, chaque année, les autorités tentent de lutter à grand renfort de communication contre le cancer du sein qui tue 45 femmes selon les derniers chiffres officiels. Est-ce que cela veut dire qu'en 2022, il est encore nécessaire de déclencher les consciences ? Plus que jamais, comme on l'a dit très bien sur ce reportage, il n'y a que 41% des femmes qui, pour l'instant, se font dépister. Et si on veut baisser justement le taux de mortalité chez la femme du cancer du sein, il faut monter ce taux à 70% pour être sûr de baisser ce nombre de décès. Alors justement, à quelle échéance vous espérez atteindre ce taux de 70%? Alors, grâce à vous, très rapidement, mais on va renouveler bien sûr cette expérience, on va l'étudier, on va voir ce qu'on peut améliorer sur le Taurona Terre qui s'est quand même bien passé, qui n'est pas terminé, puisqu'on a 13 demi-journées encore qui vont permettre aux femmes, ils sont programmés, qui vont permettre aux femmes de venir faire leur mammographie. Et ce qu'on espère, c'est que justement tout ce qui a été bien exprimé par la dame que vous aviez interviewée, cette peur de venir se faire une mammographie avec tout ce que ça représente et la peur aussi du diagnostic, il faut qu'on arrive par un moyen leur expliquer qu'il ne faut pas faire l'autruche, il faut au contraire arriver à venir faire une mammographie tous les 2 ans. Je sais que c'est pas évident. Pour toutes les femmes de 50 à 74 ans, cet examen est gratuit, totalement gratuit. Il n'y a pas besoin d'ordonnance. Elles peuvent prendre rendez-vous n'importe quand, pas qu'au mois d'octobre, toute l'année. Et nous, on va essayer de les encourager, d'encourager les communes à continuer un peu, à les motiver pour venir. Alors justement, le dépistage, on ne cesse de le rappeler, il est nécessaire. Est-ce que l'on sait aujourd'hui quelles sont les femmes qui ne se font pas dépister régulièrement? Est-ce que ce sont des jeunes ou des dames âgées?
Alors, le principe, c'est quand même de vraiment mettre l'accent sur les femmes de 50 à 74 ans, puisqu'on sait que c'est 80% des cancers. Toutes les autres femmes, bien sûr, plus jeunes ou plus âgées, peuvent effectivement, dans 20% des cas, développer un cancer. Là, il faut s'examiner, se faire examiner par son médecin, par son gynécologue, qui va décider s'il y a besoin de faire une mammographie. Mais vraiment, on insiste sur cette tranche d'âge de 50 à 74 ans, puisque ça représente la grosse majorité des cancers. Et il faut vraiment inciter donc toutes ces femmes à venir régulièrement tous les 2 ans. Alors justement, tous les 2 ans, le dépistage est gratuit en métropole, par exemple. Une convocation pour cet examen médical non obligatoire aussi, leur est envoyée par courrier par la Sécurité sociale. Est-ce que cette option, on pourrait imaginer qu'elle pourrait voir le jour en Polynésie ? Aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Donc, grâce à l'ICPF, on a maintenant un registre. Et grâce à ce registre, on pourrait convoquer donc les dames, les personnes qui sont les plus éloignées éventuellement, qui ne peuvent pas venir facilement. Et grâce à l'aide des communes, comme on l'a vu là, on pourrait arriver effectivement à les convoquer régulièrement et essayer de faire intervenir les communes avec les utilibus ou avec d'autres moyens pour les faire plus facilement venir jusqu'au mammographe. Jusqu'au mammographe. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous parlons du cancer du sein, mais cela vaut peut-être aussi pour tous les cancers. Les nouveaux malades augmentent de 10% par an. L'objectif de l'Institut, maintenant que vous êtes à peu près bien installé, c'est de faire plus de prévention. Alors, dans tous les cancers, la prévention, quand on peut la faire, c'est beaucoup mieux, puisque plus on dépiste tôt, plus on a des chances de guérir facilement et aussi d'avoir des traitements moins longs et moins lourds. Ça, c'est très important. Tous les cancers ne sont pas dépistables. Donc celui-là, le cancer du sein, j'insiste parce qu'on peut facilement le dépister avec cette mammographie en Polynésie. Dans un état, voilà, en Polynésie, quand ils sont encore très 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 petits, et c'est là où on a le plus de chances de les guérir. On a d'autres, bien sûr, cancers sur lesquels on travaille. Entre autres, il y aura le côlon, bien sûr, où on a des tests éventuellement qui vont pour dépister aussi le cancer du côlon. On a aussi, vous savez très bien, pour le cancer, on a fait en juin tout un dépistage pour le cancer du col. Et donc là, on a aussi peut-être la vaccination à introduire. Beaucoup de choses, en fait, beaucoup d'idées qui sont en cours. Qui seront concrétisées très prochainement. Merci beaucoup. Et la prévention passe aussi par un concours de photos qui se tiendra vendredi. Vendredi, tout à fait. Donc, si je peux dire de bêtises, c'est le Mahana Tarona, d'accord. Donc Mahana Tarona. Mahana Tarona, parfait. Et c'est un concours de photos, tous en rose. Tout le monde peut prendre une photo en groupe et les envoyer donc à l'ICPF, donc les envoyer par l'intermédiaire de Facebook, sur la page Facebook. Et il y aura bien sûr des lots pour les gagnants. Merci beaucoup, Dr Benchida, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et puisque tous les moyens sont bons pour sensibiliser le plus grand nombre à Ouapou, regardez, c'est au travers du sport que la prévention a été réalisée. La journée a démarré par une marche de 1 km avec la centaine de participants. Puis dans l'après-midi, des ateliers d'information se sont tenus avec la sage-femme du dispensaire et l'assistante sociale. Le maire délégué de Hakamaii répond à Lionel Tehamwana. Depuis ce matin, les mamans et les hommes sont arrivés en bateau et puis en voiture. On a fait une petite marche ensemble, suivie du petit déjeuner comme d'habitude. Et là, nous avons un programme très chargé. Donc ce matin, réunion d'information avec la sage-femme pour donner des informations aux femmes et aux hommes concernant le cancer du sein. Les mamans, les hommes sont dans les ateliers qui touchent les 5 sens. Il y aura des jeux prévus par les mamans de Hakamaii et puis des activités pour confectionner des costumes pour une belle dame à midi qui va défiler, qui va mettre ce joli costume environnemental. 80 élèves face à 35 chefs d'entreprise, cela donne un job dating. Une idée visiblement attractive et surtout dans l'air du temps. Les premiers avaient 10 minutes pour vanter leurs mérites, leurs compétences et leurs projets professionnels. À la clé, pas d'emploi mais une formation de 3 semaines pour valider leur cursus scolaire. On voit cela avec Ismaël Tahiata et Rowan Potourou. Ça va aller? Pas de stress? On respire, on est bien, d'accord?
Elles n'ont pas rendez-vous avec l'amour, mais avec un futur employeur. Le stage dating permet d'obtenir une période de formation, mais il faut réussir l'entretien. C'est un premier contact avec l'entreprise et donc ça leur permet un petit peu de se mettre en valeur, de mettre en valeur leurs compétences et puis de convaincre. L'objectif, c'est de convaincre pour obtenir des stages. Face aux 80 étudiants de BTS, une trentaine de chefs d'entreprise. Les secteurs d'activité sont nombreux, la communication, la téléphonie mobile, le management, le numérique ou encore le sport et la formation. Ce que je veux qu'ils aient, c'est un esprit d'initiative, de la créativité et que ce soit des personnes qui puissent être facilement indépendantes, quoi. Bien, c'est plutôt bien passé, j'ai bien parlé, j'ai bien appris sur l'entreprise. J'ai aussi dit ce que je voulais faire dans l'avenir et c'est tout ce que je peux leur donner en retour. J'ai passé à Radio 1, j'ai passé à Polynésie la Première, j'ai passé à Tahiti Box et Exotic Garden. Et voilà. Pourquoi ces entreprises? Parce que ce sont des entreprises qui recherchent des élèves sur la communication. Durant cette matinée, chaque étudiant rencontrera une dizaine de sociétés. Il pourra obtenir un stage de 3 semaines et, dans le meilleur des cas, un emploi. Aux côtés des connaissances et compétences des enseignants, il y a aussi son propre savoir-faire, son propre savoir-être. Et je crois que les partenaires ce matin seront aussi sensibles à cela. Le brevet de technicien supérieur reste un bon vaccin anti-chômage. Après 2 années d'études, près de 51% des lauréats trouvent un emploi dans les 6 premiers mois, toutes spécialités confondues. Et enfin, un brin de nostalgie avec cette comédie musicale qui nous plonge dans le Tahiti de la belle époque. To'u Vai'a Pira'a traduisait du temps de ma jeunesse à plonger le public dans les années 60, un spectacle auquel ont assisté Cybèle Plichard et Jérôme Lee. Pari gagné pour la jeune troupe de comédiens, chanteurs et musiciens. Le temps d'un spectacle, le public s'est replongé dans l'univers du Tahiti d'antan. Le metteur en scène affectionne les comédies musicales, un format idéal pour fédérer des générations autour du patrimoine culturel que représente le Tahiti des années 60. Il paraît que c'était les années folles, je ne les ai pas connues, j'aurais bien voulu. Les dancing, les gens qui s'amusent, les bars où il y avait tout le monde qui était à égalité, qui avait cette joie de vivre. L'histoire est simple. Une jeune femme, Vahineri, est transportée en 66 dans un dancing de papeete. On réalise rapidement qu'à l'époque, le tahitien prime sur toute autre langue. J'ai jamais fait de comédie musicale, j'ai fait du théâtre, mais bon, là c'est pas pareil. C'est le fait justement qu'à chaque scène, il y ait une chanson, justement des chansons d'époque. J'ai pas vraiment l'habitude de chanter des chansons tahitiennes, donc là c'est l'occasion. Donc ça déjà c'est quelque chose qui me plaît. Manari, qui joue le rôle principal de Tony, apprécie plus que tout ce retour aux sources. En 2022, c'est vrai que beaucoup de personnes ne parlent pas vraiment correctement la langue tahitienne. Donc on oublie un peu d'où on vient, quelles sont nos origines. Et ça tombe bien, cette comédie musicale va faire un retour en arrière et un retour aux sources pour dire que effectivement, c'est ça, Tahiti d'antan. Le plaisir des musiciens est perceptible. Pendant 1h30, ils balaient le répertoire de la belle époque. Des chansons qui ont été composées par Yves Roche, par Dylan, c'est eux vraiment qui ont créé en fait cette atmosphère musicale. Il y avait Coco Mamatoué aussi, il ne faut pas oublier, Nora. On aime en fait replonger un peu dans cette atmosphère, l'atmosphère de nos grands-parents. Un spectacle empreint d'humour et de nostalgie pour assurer cette transmission culturelle. L'équipe espère se produire à nouveau prochainement.
C'est ainsi que s'achève ce journal. L'information principale retenue pour ce soir est beaucoup moins joyeuse. Pour avoir simplement dit à quelqu'un qu'il n'avait pas respecté le code de la route, un homme de 55 ans a été violemment agressé par celui-ci. Un déchaînement de violence qui a eu lieu vendredi dernier près de la brasserie de Tahiti à Punar où travaille la victime. Elle a déposé plainte, mais d'après la police municipale, les chiffres concernant les atteintes aux personnes sont en diminution à Punaouia. Tahiti Info titre demain sur cette audience en référé, cette audience de référé devant le tribunal administratif. Il doit décider si l'attribution du marché de l'aéroport de Tahiti à la société Aegis est légale. Après les recours déposés par les anciens candidats, la décision sera rendue le 18 octobre. Après cette édition d'information, retrouvez votre magazine sur le street art. Art Dreams vous fait voyager au cœur du patrimoine naturel et culturel polynésien à travers la réalisation d'une œuvre murale. Puis la première vous propose un film citoyen qui pose les bonnes questions avec la dose d'humour nécessaire pour offrir une comédie efficace. Selon une critique, Discount, c'est à partir de 19h45. Merci de votre fidélité, très belle nuit et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.